Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui, ici au 104 dans la salle, mais aussi à distance, pour ce premier Innovation Day du groupe Citeo. Je suis Adeline Abeg, je travaille au sein de l'équipe Communication Corporate chez Citeo et j'ai le plaisir d'animer ce temps d'échange, de partage collectif autour des projets de recherche et développement et d'innovation menés par Citeo et par ses partenaires pour accélérer l'économie circulaire des emballages et des papiers. Alors avant de vous présenter le sommaire de cette matinée qui va être très riche, eh bien, laissez-moi vous rappeler les quelques règles du droit de la concurrence que nous devons tous observer collectivement. Pardon pour le côté un peu rébarbatif, mais je dois vous les lire. Les participants s'engagent à ne pas échanger d'informations relatives aux prix pratiqués ou à leur fixation, aux parts de marché ou à leur répartition, à la stratégie commerciale appliquée ou envisagée, à l'identification des clients de la société qui les emploie et de ceux de leurs interlocuteurs, ainsi qu'à des dispositifs de boycott ou de refus de vente et de pratiques concertées. Les participants s'engagent également à ne pas communiquer d'informations relatives à leurs fournisseurs, à leurs produits, aux innovations envisagées par leur société, à éviter tout comportement ou accord qui aurait pour effet de restreindre la libre concurrence et à porter préjudice aux consommateurs, à ne pas inciter les autres participants ou tout tiers présent à constituer une entente ou un cartel et à ne pas participer activement ou passivement, directement ou indirectement, à une entente ou à un cartel, notamment aux fins de contrevenir aux principes édictés, et à quitter immédiatement toute discussion qui conviendrait aux principes ainsi édictés. Je vous remercie beaucoup d'observer, de respecter surtout ces quelques principes. Alors voici ce qui nous attend ce matin. C'est sur la slide. Dans un instant, Jean Ornin, directeur général de Citeo, va ouvrir cette matinée. Et puis ensuite, ce sera Valentin Fournel, directeur innovation, éco-conception et réemploi, qui nous partagera la vision, les enjeux, les objectifs et les leviers de la R&D et de l'innovation chez Citeo. Et puis nous aurons ensuite un focus sur un de nos projets emblématiques. Il s'agit des emballages, du développement des emballages standards pour réemploi, et ça, ce sera avec Sophie Nguyen, directrice développement du réemploi. Et puis ensuite, nous déroulerons les enjeux et les solutions sur les 3 R. On commencera par la réduction, et nous parlerons de la réduction des bouteilles en verre, des bouteilles de vin, et aussi de la notion de juste emballage, une notion clé quand on parle d'éco-conception et de réduction. Et puis après la pause, autour de 11h15, ce sera autour du réemploi avec, vous le verrez, des nouveautés en matière de développement de ces fameux emballages standards, et on parlera du matériau plastique, après avoir vu parler du verre. Et puis, nous aurons droit à une petite success story en matière de réemploi avec la société Ipli. Et puis, le dernier sujet, eh bien, ce sera le verre de recyclage, ne l'oublions pas, bien sûr, avec un éclairage de la collecte au recyclage en passant par le tri, avec là encore des innovations prometteuses. Pour ceux qui ont le plaisir, la chance d'être avec nous dans la salle aujourd'hui, ne manquez pas d'aller faire un tour. Il faut absolument aller faire un tour au Village Innovation, vous l'avez peut-être vu. Il est vraiment juste à côté. Vous pourrez rencontrer des porteurs de projets, des porteurs de solutions, nos partenaires centres techniques notamment, ainsi que tous nos experts métiers et marchés, vous les voyez derrière moi. Et puis ce sera possible, donc je le disais, dès la pause, et ce sera évidemment possible au moment du cocktail, et ça ce sera vers 12h30. Voilà le plan, vous aurez l'occasion de pouvoir vous repérer dans les zones aussi à la pause. Voilà les quelques images, un vaste espace pour vous donner à voir toutes ces innovations. Nous avons bien sûr prévu des temps pour que vous puissiez poser vos questions, que vous soyez dans la salle, mais aussi à distance. Et je vous indiquerai précisément le moment où vous pourrez les poser. Eh bien, tout de suite, sans plus attendre, j'appelle Jean Ornin, directeur général de Citeo, pour ouvrir cette matinée. Bonjour Jean. Bonjour Adeline. Jean, est-ce que tu peux nous dire, une question très simple pour commencer, pourquoi on est réunis ici aujourd'hui autour de la R&D et de l'innovation ? Tu nous as bien expliqué ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. En revanche, ce qu'on peut faire et ce que vous allez faire, comme souvent, c'est travailler collectivement. Et au service de cette ambition, qui est une économie circulaire à 100% des emballages et des papiers, donc qui utilise le moins de matière possible, qui l'utilise le plus longtemps possible et qui lui donne systématiquement une nouvelle vie. Et quand on parle d'économie circulaire, on parle aussi de choses qui doivent être
désirable par nos concitoyens, ça doit donner envie, et compétitif, parce que c'est aussi une économie. Et c'est tout ça l'enjeu global que nous affrontons aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, la recherche et développement, l'innovation ne font pas tout. On a nos politiques publiques, nos réglementations, nos actions individuelles, notre propre responsabilité. Mais elles sont une partie très importante pour adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète. Bon, alors moi j'ai des exemples. Je me souviens quand je suis arrivé, il y avait un grand sujet qui était le PET opaque, voilà, qui avait fait à l'époque beaucoup de bruit, qui était un des premiers sujets sur lesquels je me dis, en fait, il y a peut-être des solutions. Alors pour trouver ces solutions, il a fallu du temps, de la recherche, du développement, de la mutualisation des énergies. Et finalement, à la fin, on a trouvé des solutions pour pouvoir finalement faire de ce PET opaque finalement quelque chose qui était vertueux. Et on voit, alors je pense que vous allez traiter aujourd'hui de beaucoup de choses, mais quand on voit ce qui est en train de se passer, là, les watermarks, l'intelligence artificielle, la chromatogénie sur la cellulose, les standards d'emballage, mais aussi les modèles économiques, puisque finalement la R&D, l'innovation, ça peut être aussi modèle économique du réemploi. Donc en fait, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont à creuser, qui sont des sujets prometteurs et sont des sujets qui nous font avancer. Voilà. Et là-dedans, notre boulot à nous, notre rôle, comme souvent, c'est de soutenir les initiatives à travers souvent nos appels à projets, c'est de mutualiser les énergies, parce qu'en fait, notre boulot central dans tous les domaines à nous, c'est de faciliter, c'est finalement de faire en sorte que tous les acteurs, et aujourd'hui en fait il y a tous les acteurs de ce qu'on appelle la chaîne de valeur, que ce soit des collectivités, des entreprises, des associations, des opérateurs, des recycleurs, des centres de recherche qui sont là, voilà, pour travailler ensemble, pour finalement faire émerger ces solutions. Et puis notre dernier boulot après, c'est d'essayer de faire le passage à l'échelle, de faire en sorte que finalement ce qui est passé de la R&D, de l'innovation, ensuite arrive sur des lignes de production de façon massive pour le territoire. Donc voilà ce qu'on fait. Alors c'est vrai que là c'est une première, hein. C'est les 3 R, hein. Parce que souvent on faisait des journées qui étaient des journées très thématiques, par matériaux, par sujet précis. Et là je crois que le choix a été fait de faire quelque chose qui est totalement 3 R. Donc c'est une première, enfin c'est une innovation presque. Bon alors on a fait les Reuse Day, on a lancé les Reduce Day et on fait l'Innovation Day. Alors vous dire, ils aiment bien l'anglais quand même chez Citeo. C'est vrai que y a peut-être un côté là-dedans dans l'utilisation de l'anglais. Pourquoi on a choisi ça? C'est peut-être le côté impact, non? C'est assez direct, assez impactant. Et en fait, nous, l'impact, on aime. Voilà. Et donc, je vais vous souhaiter une très très bonne journée aujourd'hui. Je pense qu'elle va être très riche. Je pense que le but, en tout cas, moi je serais heureux si vous sortez d'ici en étant inspiré et après en ayant envie, voilà, envie de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? C'est finalement d'aller prendre contact avec les uns les autres, éventuellement avec nos équipes, participer aux appels à projets, voilà, et faire avancer ces sujets, encore une fois, au service de la préservation de la planète. Donc je vous souhaite un excellent travail à tous, une très bonne journée. Ciao. Merci beaucoup Jean. Eh bien, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que la R&D finalement, concrètement, et l'innovation chez Citeo? À quoi peuvent-elles servir à répondre à vos besoins, à accélérer nos besoins en matière d'économie circulaire? Quels sont les sujets prioritaires? Comment on les adresse? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'appelle Valentin Fournel, directeur innovation, éco-conception et réemploi chez Citeo. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Bonjour Valentin. Première question, pareil, on commence par le basique. Pourquoi Citeo fait de la R&D et de l'innovation? Alors, pourquoi on fait de la R&D et de l'innovation? Tout d'abord, c'est parce qu'on fait face à de gros enjeux, de grosses ambitions. Si on regarde par exemple les accords de Paris, je pense que tout le monde connaît ici, ils viennent fixer une ambition d'augmentation de température qui soit le plus réduit possible, en tout cas pas au-delà des 2 degrés d'ici 2050.
Ce que ça veut dire pour les emballages ménagers, on a fait un travail avec Carbone 4 qui nous montre que pour respecter ces accords de Paris, il faut que les emballages ménagers, donc dans son ensemble, toute la filière, réduisent de 80% leurs émissions de CO2 d'ici 2050. Alors il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est faisable, mais aujourd'hui on ne connaît pas toutes les solutions qui vont nous permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas dès aujourd'hui qu'on peut atteindre ce moins 80%. Et donc la R&D et l'innovation va justement nous permettre de venir travailler vraiment sur cette ambition 2050 et donc de préparer quelque part le futur. Et pour le faire, c'est évidemment, il y a différents leviers qui nous permettent d'y arriver. Donc quand on dit que c'est possible que si on active ces leviers-là. Et ces leviers, c'est ceux dont on a déjà parlé, vous les connaissez, c'est évidemment la réduction, donc réduire au maximum les emballages, tout en conservant évidemment leur rôle phare de protection du produit, de lutte contre le gaspillage. Mais c'est également le réemploi des emballages pour le garder vraiment les plus longtemps possible dans la boucle, puis leur recyclage. Et leur recyclage, ça veut dire quoi? Ça veut dire les collecter avec des taux de collecte extrêmement élevés, être en capacité de bien les trier pour les orienter vers la bonne filière de recyclage et d'avoir les bonnes filières de recyclage les plus efficientes possibles derrière. Et évidemment, derrière, de pouvoir réintégrer de la matière recyclée. Et Valentin, pourquoi ces 3R, cette démarche 3R, elle s'impose aujourd'hui comme indispensable pour pouvoir atteindre ces objectifs? Est-ce qu'elle a déjà montré, est-ce qu'on a mesuré son efficacité? Oui, alors effectivement, quand on regarde maintenant plus précisément certains types d'emballages ou certains projets, on voit que travailler sur ces 3R, ça permet effectivement de réduire l'impact environnemental. On a par exemple comparé deux paniers moyens de produits vendus en grande et moyenne surface. On a regardé des produits emballés dans des emballages, on va dire un peu gourmands, on les a appelés gourmands, donc un peu plus lourds, et les mêmes produits qu'on trouvait également en rayon dans des emballages plus allégés. Eh bien, en comparant l'impact environnemental de ces deux paniers, on voit bien qu'on arrive à réduire de près de 50% les émissions de CO2, le besoin en énergie et évidemment les ressources utilisées. C'est également le cas, là on parle effectivement de réduction, mais sur le recyclage également, quand on vient intégrer la matière recyclée, 30% de RPET, c'est 10% de CO2 en moins. Alors, on sait qu'il faut y aller, mais comment? Quels sont les outils, quels sont les dispositifs dont on dispose chez Citeo pour justement accélérer ou susciter le passage à l'action, comme disait Jean? Alors, on a différents leviers d'action pour travailler sur la R&D et l'innovation. Les premiers, c'est bien évidemment la connaissance. Donc c'est comment est-ce qu'on construit, on co-construit évidemment avec tous les acteurs de l'écosystème de la connaissance qu'on vient ensuite partager, diffuser. Ça permet quelque part de cadrer un peu le champ des possibles et de partager une vision commune sur là où il faudra aller. Ensuite, c'est de travailler sur le sourcing de solutions qui vont permettre de répondre justement à ces enjeux. Le sourcing de solutions innovantes, de start-up également innovantes, comme dans le Circular Challenge par exemple, qui vont nous permettre d'aller identifier tout ce champ des possibles. Après, on va venir travailler également avec des acteurs du terrain qui vont apporter toute leur expertise, toutes leurs compétences. Ça peut être des chercheurs, des centres de recherche, des centres techniques comme IPC, le CTCPA, le CTP qui sont là aujourd'hui d'ailleurs, que je remercie. Ça va être également des organismes qui vont avoir une compétence particulière, méthodologique ou d'expertise, comme le CBIOS par exemple, sur le biomimétisme, comme le CNES, pour avoir une vision un peu 360 sur des enjeux clés autour de notre consommation. Et on travaille des projets sur des temps courts et sur des temps longs, parce que la R&D c'est aussi ça. Ça prend du temps parfois de modifier des process industriels, de développer des solutions jusqu'à l'industrialisation. Est-ce que tu peux nous donner sur ces deux timings-là un ou deux exemples un peu emblématiques? Oui, alors c'est vrai qu'on vient aussi vraiment financer et cofinancer des projets individuels d'entreprise ou mutualisés. Donc sur du temps court, c'est surtout, alors les cas de figure sur la recyclabilité, il y en a énormément puisque la recyclabilité devient un prérequis, donc il faut trouver maintenant des solutions qui passent à l'échelle et qui soient industrialisables. On peut donner comme exemple ce qui s'est passé avec le noir de carbone. Donc on avait, il y a 10 ans de ça, à peu près 20 000 tonnes d'emballage avec du noir de carbone, donc non triable, sur le marché. On a travaillé avec tous les acteurs, on a soutenu des appels à projets d'entreprises, des fabricants d'emballage, de coloristes, on a travaillé avec les comités techniques comme le COTREP pour identifier des solutions. On a trouvé ces solutions-là et aujourd'hui, on est en train justement de les passer à l'échelle via encore des accompagnements, mais également notre tarif et notre écomodulation qui nous permet aujourd'hui de descendre en dessous des 8 000 tonnes mis en marché pour ces emballages de carbone. Et on espère que ça va encore diminuer jusqu'à zéro. Et sur le temps long, je crois que tu as quelques exemples à nous montrer. Alors sur le temps long, oui, je vais surtout vous montrer un exemple parce que c'est quelque chose dont on a relativement peu parlé, mais qui a vraiment porté ses fruits. Il y a 10 ans, on a travaillé avec le Centre technique du papier sur une manière de faire des films de routage, donc autour des magazines, sans plastique, et donc qu'avec de la cellulose. Pourquoi? C'est que si, par mégarde, ou parce que vous n'avez pas envie de ce magazine, vous le mettez dans le bac jaune, eh ben on perd le recyclage de toute la matière cellulosique.
Alors que si on met effectivement un film de routage qui est bien en cellulose, alors on pourra le récupérer et recycler l'ensemble, ce qui était extrêmement important. Et donc, on a travaillé sur ce projet qui s'appelle Iblis, d'avoir un film de routage en cellulose qui soit justement adressable, avec de la transparence pour qu'on puisse quand même savoir quel est le magazine qui est derrière. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'entièreté du marché en fait, qui a basculé. Alors, sur cette solution-là, ou sur une solution équivalente, peu importe, l'important, c'est justement que ça ait permis en fait, de faire cette innovation-là et qu'elle soit aujourd'hui sur le marché. Oui, et puis d'en faire des standards finalement. Parce que si tu dis qu'on a réussi à faire Exactement. basculer l'ensemble d'un marché, c'est intéressant. Et en travaillant en plus le monomatériau. Oui, tout à fait. Un deuxième exemple, si tu veux en parler également, Alors ça, la chromatogénie. Insiste un peu là-dessus, parce que Jean a cité le terme tout à l'heure, c'est peut-être bien qu'on l'éclaire. Oui, vous en avez un exemple Jean en a concret. parlé, vous pourrez surtout en parler avec le centre technique du papier à la pause tout à l'heure, qui vous expliquera ça bien mieux que moi, qui est cette technologie sur laquelle on travaille aussi depuis 2 ans, de greffage en fait, d'acide gras sur de la fibre de cellulose qui permet de lui apporter une résistance à l'eau. Sinon, vous voyez bien que la cellulose, le papier, n'est pas très résistant à l'eau. Donc, ce qui lui permet de trouver de nouvelles applications. Et là, on est vraiment en phase. Donc, on a eu l'aptitude contact alimentaire de cette technologie-là l'année dernière. Et donc là, on est en phase de pré-industrialisation sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment on travaille pour prioriser les sujets? Parce qu'on l'a dit, on a 3 R, tout un tas de problématiques de circularité à adresser. Comment on s'y prend? Quels sont les critères? Alors, les critères, ils sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on va commencer évidemment par l'impact environnemental. C'est le premier. C'est qu'on veut réduire les impacts, et notamment en travaillant sur les 3 R. Le deuxième, c'est l'impact économique. Évidemment, si on veut que ça fonctionne, il va falloir avoir des solutions qui soient viables avec un business model pérenne dans le temps. Donc, ça va être un des critères clés. Le troisième, ça va être les besoins des acteurs du marché. Des besoins qui sont certes de réduction d'impact environnemental, mais qu'il faut lier également avec leurs besoins techniques, leurs contraintes techniques, réglementaires également. Et puis tout ça, évidemment, c'est bien pour avoir une plus grande efficience dans sa globalité pour l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les entreprises, les collectivités locales, les opérateurs, etc. Alors, il y a un point clé aussi du succès de ces projets d'innovation ou de R&D, c'est le collectif. Est-ce que tu peux nous donner là aussi quelques exemples et en quoi se réunir, même quand on est concurrent? Je ne dis pas de bêtises en disant ça. On a quelques beaux exemples. Eh bien, ça permet d'aller plus loin, comme le dit l'adage. Oui, je crois que Jean l'a dit, la force du collectif, c'est clé. Je pense qu'on a eu un exemple, alors désolé pour la comparaison un peu facile, mais la semaine dernière, mercredi soir, un samedi soir, pardon, un très, très bel exemple de collectif et de l'impact du collectif par rapport à plutôt une somme d'individualité. Le collectif, ça permet d'aboutir, d'aller plus vite, plus loin. On peut avoir un collectif vertical, donc on va mettre des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ensemble pour trouver une solution 360 qui correspond bien à tous les besoins et toutes les contraintes. C'est ce qu'on fait au quotidien avec les comités techniques sur la recyclabilité, comme le COTREP, le CEREC, le COTREV, le COSET, etc. On peut avoir aussi de la collectivité plutôt en horizontale. Donc là, c'est travailler avec des acteurs d'un même secteur pour identifier les solutions. Un exemple très parlant qui là va porter ses fruits cette année, c'est le consortium PS25, donc qui a mis tous les acteurs qui mettaient des produits dans les emballages en polystyrène pour trouver une solution de recyclage de ce polystyrène et pour l'avoir justement mise en marché, ce qui va être donc le cas en 2025. Et puis après, il peut y avoir aussi du collectif, on va dire, un peu plus tout azimut. Soit on regroupe tout le monde, ça c'est l'exemple de Reuse par exemple, avec un écosystème entier engagé à travailler ensemble vers une solution commune. Des marges de réemploi. Exactement, des marges de réemploi, tout à fait. Et puis également, après, plutôt de l'idéation. Donc là, on va chercher plutôt des gens très différents pour justement venir nous aider à réfléchir de manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors pour conclure ton introduction, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui concrètement, comment toi et tes équipes, l'ensemble des équipes, ont souhaité bâtir cette Innovation Day aujourd'hui? À quoi s'attendre très concrètement? Alors, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est donner des exemples. C'est montrer à voir ce qui peut se passer, ce qui fonctionne peut-être pas encore, mais ce qui a un bon potentiel, pour pouvoir susciter de la curiosité, de l'intérêt, venir discuter les uns avec les autres, avec nous, pour qu'en fait on puisse surtout reprendre nous tous vos besoins pour nous aider à travailler aussi sur les futures feuilles de route de la R&D, parce qu'on sait que la R&D, l'innovation, c'est évidemment jamais fini, elle sera toujours en cours, et donc il faut nous aider à travailler ensemble et nous aider à vous aider, en fait, grâce à la mutualisation, et être sûr qu'on partage une vision commune, qu'on va tous dans le même sens, et ça nous aidera du coup à dérisquer en fait la R&D. C'est grâce à cette mutualisation qu'on dérisque, parce que ça permet de mettre ensemble tous les efforts qui ont plus de chances d'aboutir au final à l'arrivée sur le marché, et donc à avoir des solutions qui sont industrialisées. Eh ben, merci beaucoup Valentin. Merci, très Aline. clair. On a compris le programme. Merci à toi.
Et pour continuer à voir très concrètement comment se déploie, comment se construit, comment s'anime la R&D chez Citeo, un petit focus sur un projet qui est très emblématique, on a parlé déjà pas mal de réemploi, c'est le développement des emballages standards réemployables. Et pour nous parler de cette belle histoire, de l'industrialisation, de l'idée, jusqu'à l'industrialisation, eh bien j'appelle Sophie Nguyen, directrice développement du réemploi. Merci Adeline. Bonjour à toutes et tous. L'histoire du standard et des travaux de Citeo sur les standards, elle commence en février 2020 lorsque le gouvernement, avec la loi AGEC, propose aux éco-organismes de travailler sur le développement d'emballages réemployables standardisés pour 3 segments de marché, les boissons, la restauration emportée-livrée et les produits frais. Donc on démarre ces travaux en février 2020 avec toujours à cœur de faire travailler le collectif et de pouvoir embarquer tout l'écosystème derrière ce projet. Février 2020, c'était un enjeu en soi. Je pense que tout le monde se souvient des circonstances de cette année-là. Pourquoi est-ce que les emballages standards, c'est un des leviers qui est clé pour développer le réemploi des emballages en France? Alors, je prends systématiquement le même exemple, mais il est quand même très parlant. Pour le réemploi, on parle vraiment d'avoir un actif et des emballages qui sont partagés entre les acteurs. Et pour que ça fonctionne, c'est un peu comme les vélos en partage. Il faut que les bornes soient toutes identiques, il faut que les vélos soient tous identiques, et il faut que les utilisateurs utilisent les vélos toujours de la même manière. Mais pour les emballages, en fait, réemployables, c'est la même chose. Et donc, notre première étape, ça a été vraiment de regarder quelles étaient les meilleures pratiques, qui aujourd'hui utilisaient déjà des emballages standardisés, comment est-ce qu'ils l'avaient fait. Donc on a évidemment eu beaucoup d'inspiration de nos voisins allemands. Et ensuite, on a défini, en rassemblant les acteurs sur l'année 2020, à travers de nombreux ateliers, des fiches techniques, une projection, une vision des différents standards sur lesquels on voulait travailler. On a plus d'une dizaine de projets d'emballage standard en cours. Et surtout, on a défini une méthode qui nous permettait d'assurer vraiment une performance à long terme de ces emballages standardisés. Cette méthode, elle se résume en 5 étapes. La première, c'est de garantir les exigences essentielles de l'emballage réemployable standardisé. Cet emballage, il doit pouvoir être en mesure de faire plusieurs boucles, de passer sur plusieurs lignes de conditionnement différentes, de passer dans les mains de plusieurs consommateurs. Et donc, on a travaillé sur l'exigence essentielle du matériau. Pour les emballages en verre, il n'y a pas eu vraiment de questions à se poser. La démonstration a été faite depuis plusieurs années sur les autres matériaux que l'on investigue, notamment les plastiques, qui fait l'objet d'une table ronde juste après, donc je ne m'étale pas là-dessus. Et puis, on investigue également l'inox. La deuxième étape, c'est le design de ces emballages standards. Et là, on a travaillé sur 2 éléments. Le premier, c'était il fallait que le design soit le plus adapté aux lignes de conditionnement actuelles. Et donc, avec le designer Fabrice Pelletier, avec qui on a travaillé, on a visité des lignes, on est allé voir comment les lignes de conditionnement étaient organisées, et on a regardé exactement quelles étaient les dimensions et quels étaient les critères à prendre en compte dans le design de cet emballage. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur un marquage distinctif qui serait commun à toute la gamme. Vous allez retrouver ici systématiquement sur toute la gamme standard le mot réemployable ainsi que le RCœur qui devient un repère. Ça, c'est très important pour le consommateur qui a un geste nouveau à effectuer post-consommation. Donc ça, c'était sur la partie design. Ensuite, on a travaillé, 3e étape, sur l'éco-conception de ces emballages. Qui dit réemploi, notamment pour le verre, dit robustesse. On ne veut pas prendre de risques, mais il faut quand même avoir un poids optimisé. Et pour l'éco-conception, on a travaillé avec des bureaux d'études, et notamment AGR, American Glass Research, qui nous ont permis de modéliser les emballages et de travailler de manière numérique sur l'optimisation de l'ensemble des éléments et donc du poids.
La quatrième étape, c'est la production. Et là, encore une fois, on a travaillé en collectif, directement avec les verriers. Donc, ils sont devenus des véritables partenaires pour passer de la théorie à la pratique, pour donner corps à ces emballages. Et ils ont mobilisé leurs équipes techniques. Les bureaux d'études internalisés aux verriers nous ont aidés à traduire tout ce design en un objet réel. Aujourd'hui, le bocal fraîcheur, la bouteille de bière 75 centilitres sont produites et sont disponibles pour les mises en marché. La cinquième étape, c'est une gestion de cet emballage standardisé qui permet d'assurer la performance du standard sur l'ensemble des boucles. Et c'est notamment ce que l'on met en pratique avec la démarche Reuse qui permet de tester cette gestion centralisée des emballages standards. Voilà, en quelques minutes, comment est-ce que l'on a travaillé, comment est-ce que l'on continue à travailler sur les emballages standardisés pour pouvoir offrir cette solution à tous les industriels et développer le réemploi. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Sophie. On les découvre très très vite en rayon, notamment au Pays de la Loire, mais pas que, ces emballages standards. Et on leur souhaite une longue vie dans d'autres matériaux que le verre et dans plein de magasins le plus possible. Merci à toi, je te laisse te rasseoir.